Ok, Alors, bonsoir à tous, hein. Donc, je me présente Hervé Bas, je suis le directeur général de la société Visi. Donc, c'est le docteur Olivier Jacamon qui va nous inviter, qui va nous accompagner, pardon, et faire sa présentation. J'ai également Arnaud Nissen qui est présent, notre directeur commercial. Donc, la présentation va durer à peu près une trentaine de minutes. Et puis, il y aura une dizaine de minutes de questions-réponses, ou voire plus, hein, si, au besoin. Donc là, je vois, vous avez tous les micros coupés, donc c'est bien. Et voilà, et s'il y a d'autres participants qui arrivent en cours de route, ben, je les ferai rentrer, pas de souci. Donc Olivier, je vais te laisser te présenter et puis démarrer ta présentation. très bien, parfait, merci Hervé. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à ce webinaire de la Visi Academy dans lequel nous allons traiter du secteur maxillaire postérieur et en particulier des caractéristiques anatomiques de cette région pour essayer de déceler quelles peuvent être les complications qu'on risque de rencontrer en chirurgie implantaire et savoir comment y faire face. Alors, je me présente, je suis le docteur Olivier Jacamon, je suis diplômé de l'Université de Strasbourg. J'ai une activité clinique qui s'oriente autour de trois axes principaux, l'implantologie évidemment, la parodontologie et l'occlusodontie. En parallèle de cette activité clinique, je suis également expert judiciaire pour la Cour d'appel de Colmar, pour laquelle j'effectue des missions occasionnellement. L'objectif de cette présentation, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, de connaître les obstacles anatomiques, de pouvoir du coup prévenir les complications chirurgicales, mais surtout dans notre pratique, de gagner en efficacité et en sérénité, puisque ces complications sont toujours des événements qui sont fortement contrariants et stressants. Et pouvoir les anticiper, c'est gagner en efficacité et en sérénité pour, euh, pour également connaître ses limites, savoir ce qu'on peut tenter et ce qu'il vaut mieux essayer de confier à des confrères plus expérimentés éventuellement. Cet exposé va s'orienter sur un premier point qui seront des rappels anatomiques abordés par versant. Ensuite, on évoquera la physiologie osseuse du secteur maxillaire postérieur, les difficultés liées au site et ensuite les principales complications et leur gestion. Alors, cette diapo d'introduction sur le maxillaire sec nous permet déjà d'observer une parfaite symétrie extérieure entre les deux hémiarcades. On observe au niveau de l'apex des racines palatines des dents de sagesse des foramènes, qu'on appelle les foramènes grands palatins ou foramènes palatins postérieurs, qui sont donc à peu près symétriques. De ces foramènes-là vont émerger une artère et un nerf qui vont progresser le long du mur osseux vers le secteur antérieur pour s'anastomoser avec l'artère et le nerf qui émergent du foramen nasopalatin antérieur. Au niveau donc du versant palatin, vous retrouvez cette artère grande palatine dont je vous ai parlé, qui circule donc dans une gouttière, et le nerf grand palatin qui circule vers l'avant également dans la même gouttière. Sur cette image de dissection à droite, on peut observer le trajet tortueux de l'artère palatine, qui est tout sauf rectiligne, avec des circonvolutions et qui présente également une grande variabilité dans ces circonvolutions. Donc, on ne peut pas garantir de trouver l'artère palatine sans avoir fait une dissection. Et donc, au moment de la chirurgie, on est toujours très prudent parce qu'on peut avoir des ramifications de cette artère palatine qui peuvent venir se rapprocher de nos instruments. À titre d'information, plusieurs auteurs ont donné des distances, des points de repère moyens entre le trajet de cette artère palatine et le collet des dents.
Au niveau d'une molaire, on est plus autour de 8-9 mm et plus vers les prémolaires, 7-8 mm. Et comme dit, ça, c'est des distances moyennes. Donc, restez quand même prudent dans la gestion de cette artère. Sur une vue tomodensitométrique, on a pu matérialiser la position de cette artère et de cette veine et de ce nerf dans une gouttière osseuse sur le versant palatin. Observer la proximité entre l'apex de la racine palatine de la molaire et cette artère palatine et le nerf palatin. On a une proximité très 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 fine et on a du coup un risque de blesser cette artère et ce nerf sans forcément y prendre garde. Sur le crâne sec, on observe à proximité du foramen grand palatin ce qu'on appelle des foramina ou foramen petit palatin qui sont plus postérieurs et plus médians. De ces foramen petit palatin émergent les artères et les nerfs du même nom, donc l'artère petite palatine et le nerf petit palatin. Alors, ces artères et ces nerfs vont plus nous intéresser pour tout ce qui est chirurgie basale avec des implants ptérygoïdiens. Ce sera un obstacle qu'il faudra considérer. C'est pas tout à fait l'objet de cette présentation et je pense que chez Victory, on a des praticiens qui sont plus aguerris que moi sur la chirurgie des implants ptérygoïdiens. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus. Là, vous avez une simulation de ces trajets nerveux et artériels sur le versant palatin. Donc, comme je vous disais, l'artère et le nerf grand palatin qui viennent s'anastomoser avec l'artère et le nerf nasopalatin. Sur le versant vestibulaire, cette fois du maxillaire, on observe un petit foramen vestibulaire extérieur au niveau de l'apex des dents des deuxièmes molaires. C'est en fait le point de pénétration de l'artère alvéolaire postéro-supérieure qui viendra apporter son irrigation aux dents, à la gencive et aussi à la membrane sinusienne. Alors, cette vue, elle est très intéressante parce que, outre ce foramen, on observe aussi la faible densité osseuse au niveau des sites d'extraction. On voit que tout ça, c'est très, très perforé, très peu dense. Et ça, ce sera aussi une des caractéristiques à laquelle on va s'attacher pour nos chirurgies. Alors, dans les livres d'anatomie, sur l'illustration à gauche, on peut avoir l'impression que ces artères et cette artère alvéolaire postéro-supérieure est relativement évidente à trouver parce que on a l'impression que le diamètre est tout à fait respectable. La réalité, c'est que c'est pas ça du tout. C'est plus à des fins pédagogiques que ça a été illustré comme ça. La réalité est beaucoup plus complexe parce on a des artères qui peuvent être même presque invisibles à l'œil nu. De même, cette zone-là, elle est également innervée par des branches nerveuses qui sont des rameaux du nerf maxillaire qui cheminent pour sa partie principale dans le plancher de l'orbite, mais qui donnent des rameaux descendants qui viendront donc innerver les dents, la membrane sinusienne et la gencive au niveau du maxillaire postérieur. Alors, on a systématiquement des micro-lésions nerveuses quand on fait une extraction de dents qui sont tout à fait anodines. Par contre, dès qu'on vient remonter un petit peu sur le versant vestibulaire, on peut avoir accès à des branches nerveuses de diamètre plus important qui peuvent ensuite déclencher des problèmes neurologiques de type paresthésie, anesthésie, dysesthésie, donc des sensations anarchiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients qui vont avoir des fourmillements dans la gencive, des sensations éventuellement de douleur ou de forte chaleur. Et ça, c'est souvent lié à une lésion d'une branche d'une branche nerveuse un petit peu plus importante que les branches nerveuses qui arrivent directement au niveau des apex des racines.
De même, là, sur les livres d'anatomie, vous voyez cette ramification assez importante qui vient en fait s'anastomoser. Donc, vous avez des premières fibres qui arrivent postérieurement, puis d'autres fibres qui se séparent du tronc principal plus antérieurement, et ces fibres-là viennent s'interconnecter entre elles. Sur cette vue schématique, on observe également un point important qui est ce qu'on appelle le ganglion du nerf trijumeau. Ce ganglion, c'est le carrefour entre le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire, ce qui explique en fait qu'on a des fois des patients, quand ils ont une lésion nerveuse ou euh, un gros traumatisme au niveau de l'arcade supérieure, qui peuvent venir et se plaindre de douleurs au niveau de la mandibule, alors que la mandibule n'a jamais eu ni de chirurgie, ni de traumatisme. Et en fait, c'est simplement l'intensité du message nerveux qui est transmise jusqu'au ganglion et ensuite vers le cerveau. C'est ce ganglion qui peut en fait induire cette erreur de jugement de nos patients. Donc, toujours être assez prudent. Il n'y a pas généralement, quand vous avez travaillé au niveau du maxillaire postérieur, il n'y a pas forcément de raison d'aller chercher des origines douloureuses au niveau de la mandibule. Donc, on essaye de rester relativement cohérent et on fait surtout attention aux zones où on a pu avoir des actes qui peuvent générer des douleurs. Le versant supérieur de cette crête osseuse maxillaire, c'est évidemment le sinus maxillaire. Le sinus maxillaire, c'est une cavité aérienne pneumatique qui est soumise à des pressions aériennes et des dépressions avec les mouvements respiratoires. Et ce sinus maxillaire est tapissé, comme on le voit ici, par une membrane, ce qu'on appelle la membrane de Schneider. La crête osseuse peut avoir une épaisseur ou une profondeur variable. Donc là, on est sur un cone beam préimplantaire sur lequel on a essayé d'estimer quelle était la profondeur disponible pour pouvoir y loger un implant. Cette épaisseur osseuse peut très bien être diminuée avec le temps, avec deux phénomènes qui peuvent être la résorption osseuse et ce qu'on appelle la pneumatisation du sinus, c'est-à-dire qu'en fait, le sinus va se creuser et descendre, le plancher du sinus va s'apicaliser, on va dire, aux dépens de cette quantité osseuse. Le versant sinusien, donc comme je vous l'ai dit, le sinus est tapissé par une membrane et de cette membrane, on a des ostiums ou des méas qui permettent en fait la ventilation du sinus. Ces ostiums permettent à l'état physiologique la ventilation du sinus, mais dès que le sinus est infecté, sont aussi des voies de propagation de l'infection. Donc, toujours essayer d'examiner quelle est la santé du sinus avant d'intervenir dans ce secteur-là. On évitera évidemment d'aller intervenir sur un sinus infecté. Et si jamais on a un doute, le mieux, c'est encore de prendre un avis chez un confrère ORL. Pour ce qui est du sinus maxillaire et de son anatomie, cette radio panoramique est assez parlante. On observe que le sinus maxillaire, que ce soit le sinus droit ou le sinus gauche, ne respecte aucune norme de symétrie. Vous avez ici un sinus droit qui est relativement développé, un sinus gauche un peu moins développé, avec une petite cloison. Le fond du sinus ne descend pas au même niveau. La hauteur de la crête osseuse est complètement différente, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Et donc, en fait, ça nous rappelle l'importance de l'analyse radiologique pré-chirurgicale. À proximité de ce sinus, puisqu'on va devoir des fois y intervenir pour faire des interventions de comblement du fond sinusien, on a cette artère alvéolaire supérieure qui pénètre dans l'épaisseur de l'os. Et là, je vous ai montré la différence entre une coloration histologique sur un hémimaxillaire humain, un vrai hémimaxillaire,
et un schéma d'anatomie. Et si vous regardez, on a des pellicules alvéolaires qui sont vraiment de la taille d'un cheveu, finalement, et on a très vite fait de blesser une de ces petites artères sans s'en rendre compte. Ça, c'est une image durant une intervention de soulevé de sinus. Donc là, on est en train d'ouvrir une fenêtre sinusienne. Et là, on voit que sur l'ouverture de notre fenêtre sinusienne, on va être amené, par exemple, à blesser des petites artères, ce pédicule alvéolaire supérieur. Et donc ça, il faudra le gérer si on veut continuer la chirurgie. Il faudra pouvoir le gérer pour pouvoir mener notre intervention à bien. Maintenant, concernant la physiologie osseuse du maxillaire postérieur, alors on est à proximité des articulations temporomandibulaires. Donc, comme on est un peu sur la mécanique d'une paire de ciseaux, plus on est près de l'articulation des ciseaux, plus les forces sont importantes. Elles ont été estimées, ces forces, entre 80 et 150 newtons par une étude de 1995. Donc, on est sur un secteur qui prend beaucoup, beaucoup de pression. Ce secteur, il a par contre une faible densité osseuse, donc c'est un type de densité osseuse de type 4 dans l'échelle de l'école Mézard ou dans l'échelle de Niche. Et en plus, le maxillaire postérieur a une résorption centripète, c'est-à-dire qu'en fait, suite à l'extraction d'une dent, la crête osseuse va fondre et son volume va se déplacer plus vers le centre du palais. En plus, on a ce phénomène de pneumatisation du sinus que j'ai déjà évoqué, où en fait le fond du sinus va encore descendre aux dépens de la crête osseuse. Et donc, on a tous ces paramètres à prendre en compte quand on fait notre étude préchirurgicale, à savoir quelle sera la densité, est-ce que je peux me permettre d'essayer de faire une mise en charge précoce en considérant les forces occlusales et la faible densité d'os dans lequel je vais poser mon implant, et est-ce que je vais pouvoir choisir un implant d'une longueur suffisante considérant que le sinus va descendre encore davantage. Alors là, sur le premier schéma en haut, on a schématisé donc cette migration centripète de la crête osseuse. Donc là, vous avez le versant vestibulaire et on voit que ce versant vestibulaire, finalement, il va fondre aux dépens du versant palatin et on va avoir le sommet de la crête qui va se déplacer en palatin. Ça va impliquer simplement que si on veut garder une occlusion correcte, on va peut-être devoir soit reconstruire la partie osseuse vestibulaire, soit onduler nos implants de façon à essayer de leur donner une émergence qui sera le plus vestibulaire possible pour avoir une occlusion prothétique qui soit cohérente avec l'arcade mandibulaire. Sur le deuxième schéma en bas, vous observez différents stades en fait de fonte osseuse et d'amincissement du plancher sinusien. Donc à la première étape, on vient d'extraire une dent, vous retrouvez encore l'os alvéolaire, et cet os alvéolaire va finalement s'amincir, diminuer en hauteur pour disparaître complètement, et on peut, sur des stades de résorption très avancés, avoir qu'un fin film osseux d'un millimètre ou moins, dans lequel là, il est impossible de poser des implants de façon classique sans reconstruction. En termes de densité osseuse, Carl Misch, en 1988, avait voulu donner une espèce d'analogie entre la densité osseuse qu'on pouvait trouver dans différents endroits des arcades mandibulaires et maxillaires avec des essences de bois. Donc là, par exemple, au niveau du menton, de la mandibule antérieure, ça c'est une petite parenthèse, on est sur une densité de type bois de chêne. Mais dans le secteur qui nous intéresse, on est plus soit sur du balsa, soit même sur du polystyrène. Donc là, il n'y a même plus de bois qui permettent d'avoir une densité aussi faible. Le polystyrène, c'est ce qu'on retrouve, c'est la densité comparable à celle du polystyrène qu'on retrouve dans le secteur maxillaire postérieur. Donc on a une densité très faible dans lequel on va devoir adapter notre chirurgie pour réussir à stabiliser un implant. La pneumatisation du sinus, ça c'est le fait que le plancher du sinus puisse descendre. Alors
Là, je voulais illustrer avec un de mes patients que j'ai vu une première fois en 2019, qui s'est fait retirer cette première molaire et qui revient me voir en 2024. Et là, on observe en fait que le volume osseux dans lequel on aurait pu espérer pouvoir poser un implant au niveau de la 6 a presque totalement disparu et le plancher sinusien n'est plus qu'un fin film dans lequel on ne peut plus rien faire en l'état actuel. Et donc là, ce patient, il va falloir qu'on reconstruise le volume osseux avec un comblement du bas-fond sinusien si on veut envisager de lui poser des implants dans ce secteur-là. Alors ensuite, on va aborder, comme vous l'avez vu, les complications et la gestion de ces complications dans le secteur maxillaire postérieur. Alors, ça vous paraît peut-être être une boutade, mais le mieux, c'est encore de les connaître pour les éviter. Pour éviter les complications, évidemment, il faudra avoir un questionnaire de santé qui soit dûment rempli, éviter justement d'avoir, comment dire, un flou sur les médicaments que prend le patient, ça peut vite poser des problèmes. Faire évidemment un Les complications hémorragiques, elles sont en lien avec la lésion ou la section d'une artère ou d'une veine. Alors, la section ou la lésion d'une veine va donner un saignement en nappe. C'est un saignement assez diffus avec un faible débit. Une lésion ou une section d'une artère va donner plus un saignement pulsatile qui va être assez impressionnant avec un débit assez fort. Alors, dans la littérature, ce qui est préconisé, c'est pour un saignement la compression. Alors, si ça fonctionne très bien sur un saignement d'origine veineuse, ça ne fonctionne enfin, ça fonctionne beaucoup moins bien sur un saignement artériel. Certains auteurs préconisent l'injection d'anesthésiques adrénalinés puisqu'on utilise ces produits de façon quotidienne et qu'on en a tous. L'adrénaline a une fonction vasoconstrictrice, mais qui s'avère inefficace dans la section d'une artère. Ce qui nous reste, c'est l'électrocoagulation. Donc ça, c'est la pince bipolaire qui va nous permettre de brûler cette artère et de la cautériser. Ou alors, on va comprimer l'artère avec une pince, ou alors faire une suture compressive de l'artère. Je vous propose une petite vidéo justement de la lésion d'une artère palatine, d'une artère alvéolaire postéro-supérieure lors de l'ouverture d'une fenêtre sinusienne. C'est une vidéo qui a été mise à disposition par mon confrère Guy Maximini et je vais vous laisser voir un peu l'effet de surprise que peut produire la section d'une artère alvéolaire postéro-supérieure. Donc là, le volet osseux vient d'être levé. Et là, voilà, vous avez vu ce jet impressionnant. Et pourtant, c'est une artère qui n'est pas beaucoup plus épaisse qu'un simple cheveu, mais on a un débit et une pression assez impressionnante. Et donc là, le confrère comprime dans l'urgence, il comprime avec sa pince à suture l'endroit qui saigne, en attendant qu'on lui donne une pince un peu plus efficace pour comprimer ce jet. Voilà, et donc là, avec une pince plate, il vient finalement écraser l'artère. Voilà, il vient écraser l'artère. Alors, on va couper la vidéo ici parce que ça peut durer un peu longtemps. On estime que cette compression, il faut la maintenir minimum 5 minutes. Sinon, vous avez un risque de saignement à nouveau. Alors, vous avez vu ici la technique de la compression avec une pince, la technique de la suture profonde de l'artère palatine. Elle a été décrite par différents auteurs, dont je vous en ai cité un. Le principe, c'est de passer son aiguille à suture entre l'os et l'artère palatine, par exemple, ou l'artère antrale. Et donc, on vient et on essaye d'étrangler cette artère.
On passe le fil en dessous et on fait un nœud de façon à essayer vraiment d'arrêter ce saignement. Donc, je vous ai montré cette illustration avec l'artère palatine. Au niveau de l'artère antrale qui chemine dans le mur extérieur du sinus, on voit sur cette image en 3D le cheminement de l'artère antrale. Le principe est relativement simple. On va essayer de faire un petit trou au-dessus, un petit trou en dessous. On va insérer notre fil de suture autour et on va faire un nœud à l'extérieur. Et ce nœud, en fait, va venir comprimer cette artère et on espère que ça va arrêter le saignement. Voilà. Considérant les lésions et les sections nerveuses maintenant, elles sont toujours difficiles à objectiver au cours de l'intervention. Pourquoi? Parce qu'on travaille sous anesthésie. Et donc, le patient étant anesthésié, il ne peut nous faire aucun retour au moment même sur une éventuelle lésion ou section nerveuse. C'est souvent le lendemain ou le surlendemain qui nous rappelle et qui nous dit, écoutez, je ne comprends pas, je ne sens pas bien, j'ai l'impression que je suis toujours anesthésié, ou alors j'ai des sensations anarchiques de brûlure, de démangeaison sur le site dans lequel vous avez travaillé. Alors là, le plus important, c'est de s'entourer d'un neurologue chez qui on peut adresser ces patients-là, parce que, évidemment, on sort de notre champ de compétences. Ce qu'on peut nous faire à notre échelle, c'est une prescription vitaminique. Alors, c'est souvent des vitamines B1, B2, B6 et B12. Alors, ces vitamines sont réputées pour favoriser la repousse nerveuse. C'est un point de vue qui est discuté dans la littérature. Personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus. Je le donne. Je me dis que ça fera toujours plus de bien que de mal. Mais le neurologue, ça reste quand même le point principal de la prise en charge des sections nerveuses. Alors, on peut rassurer le patient, ces sections ou ces lésions nerveuses sont souvent transitoires et rarement définitives. Elles sont transitoires, elles peuvent quand même mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois à rentrer dans l'ordre, et donc il faut bien en informer le patient. Une autre complication du secteur sinusien, c'est la perforation de la membrane sinusienne lors de la pose d'un implant. Alors, quand on fait un soulevé de sinus, que ce soit par voie latérale ou par voie crestale, il est recommandé de faire un test de Valsalva de façon à créer une hyperpression dans le sinus et vérifier l'intégrité de la membrane sinusienne. Si on a une membrane sinusienne qui est blessée, on peut avoir un risque de communication glucosinusienne qui pourra ensuite créer un problème de sinusite infectieuse, comme on l'a vu. Et il est possible aussi qu'on ait en plus un implant qui puisse filer dans le sinus, puisque la membrane ne vient plus jouer son rôle d'étanchéité. D'où l'importance de l'asepsie opératoire et l'importance de la stabilité primaire de nos implants. Évidemment, quand on fait un soulevé de sinus et avec une pose d'implant simultanée, il faut s'assurer de la bonne stabilité primaire. Mieux vaut retirer un implant qui paraîtrait peu stable que de vouloir le laisser et de croire à sa bonne étoile. On peut avoir des fois des surprises désagréables. Alors, comment gérer une membrane sinusienne perforée? Alors, certains confrères disent avec malice qu'on peut obturer une membrane perforée avec un implant. Alors, ça, c'est vrai, quand vous avez votre forêt implantaire qui a émergé un peu dans le fond du sinus, on peut se permettre, si on a été relativement prudent, de poser l'implant. La membrane peut se régénérer autour de l'implant. Mais il faut encore avoir eu un protocole relativement précis, c'est-à-dire ne pas avoir ovalisé son forage pour pouvoir avoir une bonne stabilité de l'implant et qu'on n'ait pas de risque d'infection ou de fuite de l'implant dans le sinus. Une bonne option, c'est l'utilisation de PRF dans le site, puisqu'en fait, on va avoir un concentré plaquettaire qui va permettre une stimulation de la cicatrisation membranaire. L'utilisation d'une membrane de collagène résorbable, ça c'est vraiment une solution de choix. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la méthode utilisée, on évitera toujours l'emploi de biomatériaux qui pourraient venir se mettre dans le sinus
et créer un substrat favorable au développement d'une infection sinusienne. Alors, mon confrère Guy Maximini m'a prêté ces images-là. Vous voyez sur l'image de gauche une petite déchirure de la membrane lors du soulèvement du volet osseux. Et du coup, il a géré ça en mettant une membrane de PRF dans le site avant de poser son implant sur la crête. Donc ça, c'est une intervention qui est relativement simple à faire quand on a une déchirure de la membrane qui reste limitée. Dans les cas de forte déchirure de la membrane, il a été décrit la technique de Loma Linda. Alors, la technique de Loma Linda, c'est une technique qui est relativement exigeante en termes de dextérité, puisqu'en fait, le principe, c'est d'aller utiliser une membrane de collagène de très grand format qui va venir tapisser la paroi interne du sinus, le fond du sinus, et qui va créer un toit. Ça va créer une espèce de poche dans laquelle on pourra, si on veut gagner du temps, mettre un biomatériau. Et ce biomatériau sera enfermé par une seconde membrane de collagène sur le versant vestibulaire qui sera elle-même tenue avec des vis ou des pins. Personnellement, j'ai jamais eu recours à cette technique et je ne saurais pas vous la décrire plus précisément. Et j'espère justement ne jamais en avoir besoin parce que c'est une technique qui est quand même assez lourde. Mais ça permet d'avancer dans sa chirurgie et ça permet quand même de recréer un volume osseux lorsqu'on a une grosse déchirure de la membrane. Une autre des complications, c'est justement, comme je vous l'ai déjà évoqué, le passage d'un implant dans le sinus. Alors là, que faire? Vous voyez ici dans le sinus maxillaire gauche un implant qui est au niveau du plancher sinusien. Alors, est-ce qu'on peut aller le chercher en tant que chirurgien dentiste? Oui, c'est pas interdit. Par contre, il faut déjà avoir le cœur bien accroché parce que quand on voit ça, généralement, il faut savoir que l'implant n'est pas fixe et il peut se déplacer, il peut rouler dans le fond du sinus. Donc, si déjà on doit ouvrir le sinus pour aller le chercher, il faut s'assurer de la localisation de cet implant. On peut aussi tout à fait et très raisonnablement adresser le patient chez un ORL. Les ORL font ce genre d'intervention de façon assez routinière. Nettoyer des sinus, aller chercher des corps étrangers dans le sinus, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Donc moi, c'est vrai que j'aurais plus tendance à vous inviter à vous rapprocher de votre ORL préféré pour lui confier ce genre de gestion-là. Là, vous avez eu une image d'un début de pansinusite. Alors, une pansinusite, c'est un sinus maxillaire qui s'est infecté avec la présence d'un corps étranger. Donc là, vous trouvez notre implant dans le fond du sinus. Et par les différents méas que présente le sinus qui lui permettent de communiquer avec les fosses nasales, on a un développement et un élargissement de cette infection-là. Donc là, c'est quand même souvent des raisons d'hospitalisation. Alors, petit rappel sur le diagnostic de la sinusite. La sinusite, elle est souvent accompagnée de fièvre, d'écoulements nasaux. Le patient décrit une douleur infraorbitaire, c'est-à-dire sous l'œil. Il a une douleur qui est pulsative et qui est souvent manifestée quand il se baisse, par exemple pour faire ses lacets, quand il met la tête un peu en avant. Il peut avoir une cacosmie. La cacosmie, c'est l'impression de sentir des odeurs nauséabondes. Évidemment, il y a également souvent un œdème génien, donc c'est-à-dire un gonflement de la joue, et une douleur au niveau du point douloureux de Barthès. C'est l'émergence du nerf infraorbitaire. Donc, on est généralement un bon centimètre sous l'œil, et quand vous appuyez là, généralement, il a assez mal. À la radio, on observe une opacité du sinus avec un niveau qui paraît, on a l'impression d'avoir un niveau liquidien, comme quand vous voyez de l'eau dans une cruche, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez marqué.
Alors, ce que nous donne le traitement, le Vidal comme traitement de la sinusite, c'est évidemment un traitement antibiotique, alors qui sera de l'augmentin dans la majorité des cas, sauf en cas d'allergie, et avec un traitement symptomatique associé, donc des antidouleurs, des antipyrétiques, des soins locaux, éventuellement une corticothérapie. Bon, ça, comme dit, soit vous vous sentez d'attaque pour la mettre en place, soit ce sera l'ORL chez qui vous avez envoyé le patient qui le fera. En conclusion de cette présentation, il faut connaître, avant même de se lancer dans des actes de chirurgie, quelles peuvent être les complications qu'on risque de rencontrer, en faire part aux patients et savoir les traiter. Ou alors à réussir à s'entourer de praticiens complémentaires, comme le médecin généraliste, l'ORL, le neurologue. La gestion des complications péropératoires est génératrice d'un stress important. Donc, il est important de garder son calme et de ne pas inquiéter le patient. Un patient qui s'inquiète, c'est un patient qui risque de se retourner contre vous. On est toujours dans un exercice de communication avec nos patients. Il faut savoir que si vous expliquez les complications avant de commencer votre chirurgie, vous êtes dans de l'information. Si vous les expliquez après, vous êtes dans la justification. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu par le patient parce que il peut s'estimer floué par votre communication. Il peut se dire, oui, mais bah, s'il m'avait expliqué ça, je l'aurais peut-être pas fait. Maintenant, il essaye de se justifier parce que ça s'est pas bien passé. Et donc là, c'est assez délicat. Donc, essayez d'être assez objectif, de présenter les complications possibles à vos patients avant d'intervenir. Il ne s'agit pas non plus de les effrayer, mais il faut allumer une petite lumière dans leur esprit en se disant, voilà, on a un acte chirurgical qui est prévu, on peut avoir des imprévus, mais on les connaît et on va essayer d'y faire face en les ayant déjà gardés dans un coin de la tête. Évidemment, le soin apporté à l'étude préopératoire du cas permet de limiter la survenue des complications. Donc, évidemment, n'y allez pas à l'aveugle, puisque là, on sera dans des zones de fortes difficultés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Et je suis à vous. Ok. Est-ce que tu as les félicitations du docteur Alberto Cruz González, qui nous a mis un mot dans le chat? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces thématiques-là? Moi, j'avais une autre question sur les sinus qui s'envolent dans les... Non, pas les sinus, les plans qui vont dans les sinus. Quand tu Oui, fais du temps chirurgical, tu peux éventuellement mettre une vis de couverture plus large, oui, de cicate plus large, pardon, ou un pilier de ouais, cicate. Par contre, quand tu fais du 2 temps chirurgical, il n'y a pas de solution, en fait. ouais. Bah, c'est le problème. C'est le problème. Et en fait, comme j'ai essayé de le montrer, si tu veux, on a des compressions de cette zone-là avec la mastication qui sont relativement fortes. Et donc, dans les cas, par exemple, où tu mets un implant et puis le patient, il veut absolument porter une prothèse amovible, quand il va manger, par l'intermédiaire de la prothèse amovible, il va exercer des pressions importantes sur l'implant et on a un implant qui est dans un os de très faible densité et là on a un risque de passage de l'implant dans le sinus, tu vois. Est-ce que le patient s'en aperçoit rapidement? Après, ça, c'est toujours un peu délicat parce que le patient, en fait, si ça survient dans les jours qui suivent l'intervention, le patient, il peut se dire que bah, ça peut être une suite de l'intervention parce qu'il n'est pas forcément coutumier des interventions chirurgicales. Donc, il se dit, bon, bah voilà, j'ai eu une intervention il y a 2, 3 jours, c'est peut-être normal que j'ai encore une sensation bizarre.
C'est plus flagrant quand cette migration de l'implant, elle a tendance à avoir lieu quelques jours, voire quelques semaines après. Le souci, c'est que en termes de cicatrisation osseuse, la moindre résistance de l'os, quelle que soit la zone, elle apparaît à un mois après la pose de l'implant. Et donc, c'est la période un peu critique où on peut justement avoir soit des pertes d'ostéo-intégration, soit des implants qui migrent. Une question aussi, tu as parlé des sutures au niveau des artères. Dans Oui, ce cas-là, tu utilises un fil spécifique. alors de préférence du fil résorbable, Ouais, de façon à pas avoir besoin d'y retourner, tu vois. Parce que si tu peux penser que si tu devais retirer un fil non résorbable, le glissement du fil sur l'artère pourrait à nouveau on le léser refait l'artère, ensuite. tu vois? Un Hmm. peu comme un fil à couper le beurre. Donc du coup, tu prends un fil résorbable et tu n'y touches plus, quoi. Ok, C'est ça le principe. ok. Il y a une question qui nous est souvent posée par rapport au questionnaire de santé ou au consentement du patient. Toi, tu utilises ceux qui sont proposés par le Conseil de l'ordre ou tu en as fait un que Alors, tu as amélioré ou affiné par rapport à ton... bah, en fait, la base, c'est celui du Conseil de l'Ordre ou celui de Patrick Missica qui en avait mis un à disposition il y a quelques années, que j'ai agrémenté aussi en fonction des complications que j'ai rencontrées moi-même. Après, c'est toujours un vaste débat, c'est de dire quand on a un consentement d'un point de vue légal, soit le consentement part sur une notion d'exhaustivité, c'est-à-dire que tu dois lister toutes les complications qui sont possibles de rencontrer, mais ça veut dire que si jamais tu rencontres une complication que tu n'as pas listée, alors là, tu as un défaut d'information et donc là, t'es retoquable, on va dire. Ou alors tu essayes de présenter les choses de façon un peu plus ouverte et tu dis que la liste n'est pas exhaustive et que voilà, tu essayes de trouver une espèce d'ouverture en disant qu'il est possible qu'il y ait des complications qui ne sont pas encore connues à l'heure actuelle, qui pourraient avoir lieu. Voilà. C'est, c'est un peu c'est une discussion en termes médico-légal qui est assez difficile parce qu'on a plein d'avis qui peuvent se contredire. C'est le problème des boîtes de médicaments où 100 grammes de médicaments et 400 grammes de notices. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, je pense que ce serait peut-être une question à poser à un avocat, parce qu'il y a des avocats dans le domaine de la réparation du dommage corporel qui sont assez pointus là-dessus. Mais moi, à mon niveau, t'essayes de faire au mieux, en fait. Mm. T'essayes de faire au mieux, mais après, ça va dépendre aussi principalement de la relation que tu as avec le patient. Est-ce qu'il te fait confiance ou est-ce qu'il... Voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup de communication et d'information préalablement à l'intervention. Mm. Ok, ben, merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, à part celle de TF1 et BFM en direct? Non, ben, on te remercie, Olivier. C'était très clair, très intéressant. Bon, moi j'espère pas avoir été trop... Non, non, le rythme était parfait. Moi, c'était très, très vivant. C'est très bien, Olivier. Bon, parfait, très bien. Bah écoute. Moi, j'aimerais bien avoir la mandibule maintenant. La quoi? Ah, La la mandibule. mandibule, Bah écoute, oui. oui. Bon, au plaisir de te voir bientôt sur ta jolie région. Oui, bah écoute, avec plaisir. Bah, je À crois moins que que tu, n'aies- je à crois moins que que c'est à tu Chavano travailles. la prochaine. Bien. Ouais, je vais venir vous voir à Chavano, c'est en juin, je crois. Mhm. Voilà, donc ce sera l'occasion de visiter un peu les locaux et puis de vous rencontrer en chair Toute et en l'équipe. os. Ouais. Tu seras le bienvenu, Olivier. Merci beaucoup. Bon, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Merci. Et puis À très bientôt. à bientôt. Bonne soirée Bonne à tous. continuation, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.